une grosse pointure. Voilà. Donc, monsieur François Mignard, qui est président du consortium Gaia de 2006 jusqu'en 2012. Et il va nous parler. Il est maintenant membre de Gaia Science Team. Donc, il y a 6 personnes qui dirigent un peu le côté scientifique de Gaia, en collaboration avec l'ESA directement. Et il va nous parler donc des systèmes de référence, le passé, le présent et le futur. Voilà. Merci. Ça fait vraiment très plaisir de pouvoir donner ce séminaire, cette lecture, peu importe le nom qu'on lui donne. Ça a rempli une promesse qu'on avait faite depuis plusieurs mois d'essayer de venir à Alger. Donc cette occasion s'est bien présentée grâce à ce petit symposium colloque sur l'année de la lumière. Et rajoutant une journée pour passer la journée à l'observatoire et puis discuter aussi avec Yacine de domaines d'intérêt commun. Donc c'était l'occasion de passer. Alors je vais proposer plusieurs sujets à différents niveaux. Et puis on s'est mis d'accord sur parler un peu du système de référence céleste. Donc c'est un exposé que je lui ai demandé que c'est un petit peu long, ça dépassera 1 heure, mais on va pouvoir l'ajuster également en fonction des questions, en fonction du temps que je passerai sur certains domaines. Donc il y a plusieurs parties dans cet exposé, qui dit à peu près le nombre de planches qu'il y a, puis on verra jusqu'où on peut aller, quoi, 1 heure et demie, souvent si j'insiste sur la première partie. Donc c'est un exposé que j'appelle introductif, c'est-à-dire que dans le laboratoire, il y a des gens de l'astronomie, il y a des physiciens stellaires, et puis il y a aussi la géophysique, la sismologie, où les gens sont moins spécialistes. On va dire les 35 premières planches jusqu'à l'ICRF sont très très générales sur les systèmes de référence, c'est un peu historique même. On sait pourquoi il y a un problème. Et puis quand on passe de l'ICRF à Gaia, ça devient un peu plus spécialisé sur comment Gaia va contribuer à un très haut niveau à la réalisation du système de référence et j'espère à une nouvelle version du système de référence international basé sur les étoiles, sur les quasars, mais dans le visible, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc on peut dire qu'il y a deux grosses parties. Et puis, on arrêtera là où il faudra, hein, souvent, si vous voulez, puisqu'on peut parler assez longtemps. Donc, on parle de choses assez... Donc, astrométrie, au début, on va expliquer un peu le problème du système de référence. Ce n'est pas complètement trivial, le système de référence. Les concepts qui sont appliqués, puisqu'il y a un certain nombre de concepts, les réalisations de ICRF, donc International Solution Reference Frame, Gaia, qu'est-ce qu'il observe de ses sources, et puis après, comment on va en pratique créer une réalisation du système de référence avec Gaia. Oui, déjà les mots que j'emploie ne sont pas au hasard, le mot réalisation est quelque chose de très précis dans le vocabulaire des systèmes de référence. Bien, alors donc, pour on va parler d'astrométrie, cette branche de l'astronomie qui est très spécialisée, qui est l'héritage de l'histoire de l'astronomie, puisque l'astronomie n'était qu'astrométrie dans le passé. Hein, au moment où on a eu des télescopes, on a commencé à faire la physique des astres. Avant le télescope, il y avait de l'astrométrie. Après, il y a eu beaucoup d'astrométrie. Et la fondation des grands observatoires de la fin du XIXe siècle, dont Alger, c'était pour faire l'astrométrie. Hein. C'était les lunettes méridiennes, le temps, les catalogues stellaires, la navigation, enfin, toutes ces choses-là étaient liées à l'astronomie. Donc l'astrométrie s'occupe des mesures de position et de déplacement. Les astres qu'on voit sur le ciel, certains ont des positions fixes les uns par rapport aux autres, d'autres des positions mobiles, c'est constaté depuis toujours. On dit toujours parce qu'on ne sait pas depuis quand, tout simplement. C'est certain qu'on s'en est aperçu très vite, qu'il y avait des astres qui avaient des allures d'étoiles et qui bougeaient. Donc l'astrométrie s'est développée autour de ça. Alors, je vous mets 2 grosses branches, parce que ça situe l'astrométrie spatiale. L'astrométrie globale, qui vise effectivement à observer les positions des objets les uns par rapport aux autres, et ensuite de façon absolue, pour les ramener dans un système unique. C'est l'astrométrie globale, c'est ce qu'on fait dans l'espace, c'est ce qu'on a essayé de faire au sol, avec les méridiennes, en profitant de la rotation de la Terre. Et l'astrométrie à petit champ, qui est intrinsèquement plus précise, bien évidemment, puisqu'on élimine les zones globales d'erreur, qui regarde dans un petit champ un objet bouger par rapport à un autre, 2 étoiles l'une par rapport à l'autre, une planète par rapport à une étoile, des étoiles par rapport à une galaxie lointaine, voilà, tout ça dans des champs, petits champs, on va dire le degré, 1 degré, 2 degrés sur les petits champs, c'est des outils différents, c'est le micromètre, c'est pas tout à fait la même chose. Puis les plaques photo, c'est un peu intermédiaire, parce qu'on peut avoir des champs un peu grands, et puis surtout on peut les faire recouvrir les unes les autres, et de tenter de faire du global avec ce système, mais c'est un peu hybride comme situation. Donc il y a beaucoup d'instrumentations qui ont été développées dans l'astrométrie, c'est toute l'instrumentation historique de l'astronomie, qu'on
voit dans les musées, c'est des instruments d'astrométrie ou de mesure du temps, puisque les deux sont fortement liés. Bon, ça aboutit, par exemple, dans l'astronomie spatiale, à la publication du catalogue du parcours Tycho et puis de l'Atlas, qui a eu lieu en l'an 2000. En haut, une méridienne, la fameuse méridienne du cercle d'Erie de Cambridge. Alors, regardons où on en était, disons, avant Hipparcos, l'astrométrie de 1975. Donc, le système de référence, je vais revenir après, ça veut dire, mais grossièrement, c'est des positions d'un catalogue d'objets, d'étoiles en général, dans lequel les positions de chacun des objets est donnée non pas l'une par rapport à l'autre, mais dans un système d'axes x, y, z qui a une définition très précise. Et on essaie effectivement que ce point zéro des directions droite, le pôle, l'équateur pour déclinaison, soit défini indépendamment du catalogue et que le catalogue ne soit que le moyen d'y accéder. Donc c'est une démarche très très différente de j'ai un objet mobile, quelles sont ses coordonnées. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc le système est un système dynamique, c'est-à-dire même si on ne s'aperçoit pas bien ça dans l'FK5, la base de ça c'est l'équinoxe, l'équateur, l'écliptique. Donc on sert de ça pour faire le système de référence. Aujourd'hui on a abandonné ça. On avait 1500 étoiles dont la précision était entre 50 milliards de secondes, 0,05 secondes en théorie, et de l'ordre de 0,1 seconde qui a été constaté avec Hipparcos après. Donc on a vu la vraie qualité, essentiellement à cause des erreurs zonales. C'est-à-dire que localement, la précision, la répétabilité, l'exactitude locale est de l'ordre de 0,05. Et quand vous prenez tout le ciel, que vous suivez sur 360 degrés, il y a des effets de compression, dilatation, qui font qu'il y a des erreurs zonales qui peuvent atteindre également le même ordre de grandeur, au total, quelque chose de l'ordre de 1 dixième de seconde en qualité absolue. Donc le principe, on va l'énoncer tout à l'heure, en gros 200 ans avant, on avait dit qu'on allait créer un catalogue fondamental, c'est Bessel, Maskelyne et Bessel qui ont proposé ce genre de système. On avait des distances, des parallaxes, on va pas dire des distances encore, les parallaxes, donc l'angle parallactique des étoiles, obtenu avec essentiellement du petit champ, même s'il y a eu des mesures absolues de parallaxe, ce n'était pas la méthode standard pour avoir des parallaxes, c'était du petit champ, donc mouvement relatif d'une étoile par rapport à des étoiles qu'on pensait être beaucoup plus lointaines. Quelques centaines, quelques milliers, 10 000 quand on compte aussi des mesures spectroscopiques qui contribuaient également aux distances. Après étalonnage, précision, 10 milliards de secondes, 5 milliards de secondes. Là, la vraie révolution d'Hipparcos, elle est là, sur les distances trigonométriques. La carte du ciel, qui était la grande aventure dont on a aussi parlé dans ce colloque, parce que j'ai été introducteur, s'est terminée officiellement en 1970. Donc c'est à la fois un succès et d'un autre côté un échec. Une opération comme ça n'était pas faite pour durer 70 ans ou 80 ans. Et donc ça a épuisé une partie de l'astronomie. Voilà. C'était une très bonne idée au départ, mais qu'elle n'a pas pu se réaliser dans les délais voulus. Et dans le fond, ça a été préjudiciable à un certain développement de l'astronomie. C'est duré sur préjudiciable à l'image de l'astrométrie. D'ailleurs, hein. C'était ringard dans ces années-là. Bon, les CCD sont arrivés, c'est vraiment dans ces années qu'on a commencé à faire du CCD, s'en servir pour, à la fois comme détecteur, mais aussi pour l'astrométrie. Et puis, les mesures radar des années 60 sur la première fois qu'on avait des accès au monde céleste qui n'étaient pas basés sur des mesures angulaires. Important, hein, cette étape de 1960. Et ensuite, les lasers que je mentionnais tout à l'heure, 1975, les lasers lunes 1980, où on avait des mesures de distance directe le long de la ligne de visée, pas loin, mais ça touchait le système solaire quand même. On a des distances de Vénus et de Mercure établies par radar qui ne sont pas déduites de mesures angulaires, donc la parallaxe solaire venait de mesures radar indirectement. C'est une nouveauté. Pour les astronomes du même siècle, c'est impensable qu'on puisse établir quelque chose dans les distances solaires sans recourir à des mesures angulaires. C'est utilisable. Et puis, voilà, les lasers sur satellite aujourd'hui qui sont complètement routine pour le système de référence terrestre, hein, en complément d'autres choses, du VLBI et du GPS. Alors, quelques chiffres, hein, c'est très jaune dans bon, on voit quand même, mais effectivement, il y a peut-être un filtre, non, c'est lisible, mais c'est pas prévu d'être jaune comme ça. Je fais attention normalement à ce qu'il y ait du contraste. Bon, un ordre de grandeur, puisqu'on va parler beaucoup de millisecondes d'arc, de microsecondes d'arc tout à l'heure. Donc il y a une relation entre le temps et les précisions dans les mesures angulaires. Typiquement à l'astronomie de la fin du XIXe siècle, pas de façon exceptionnelle, de façon
à peu près normale pour les grands champs peut se faire au niveau de la seconde arc. C'est à peu près là où on a eu la seconde arc, même si les parallaxes déterminés au milieu du XIXe siècle a été de 0,4. Et c'est des mesures exceptionnelles, ce n'est pas des mesures routines d'astrométrie. En tout cas, ça ne s'appliquait pas aux mesures de mouvement propre, aux mesures de système de référence. 1970, c'est pas très vieux, hein. On a vu le FK5 1980, 0,1 seconde. On a changé d'époque avec le spatial. L'an 2000, donc c'est là où arrive le catalogue d'Hipparcos, donc on rentre dans le domaine du milliard seconde sur des champs étendus. L'interférométrie, la spécule interférométrie vous donne déjà dans des résolutions spatiales qui atteignent ce niveau-là, le VLA aussi, mais l'astrométrie absolue, non. Et 2015, donc là on va avoir Gaïa, on y est maintenant, ben, on rentre dans le domaine, pas tout à fait du micro-arc seconde, mais de 10 micro-arc secondes, on va y être avec les productions de Gaïa, pas en 2016, mais en 2018, on aura des résultats comme ça. Et puis en distance, eh ben, à part les distances déduites directement des mesures d'angle, des 18e, 19e, les radars, donc c'était à peu près 100 km dans les années 60, les lasers, et aujourd'hui les lasers sur la Lune ou sur les satellites, c'est de l'ordre de quelques centimètres. Ensuite, les mesures comparatives de distance sur des satellites qui se suivent, mais à plusieurs dizaines de kilomètres, on est cette fois-ci au niveau du centième de millimètre. Il y a l'approche du satellite avec des mesures laser qui sont très très en dessous de millimètre. Alors, cette diapo montre l'histoire de l'astrométrie. Moi, je l'utilise beaucoup avec des étudiants pour montrer on vit une époque quand même particulière pour l'astrométrie. Je ne suis pas trop dans l'histoire de me dire que mon époque est particulière, parce que je trouve qu'on est toujours biaisé quand on dit ça. Mais pour l'astrométrie, j'ai un peu de mal à pas le dire. Ah oui, là aussi, il y a des problèmes. Bon, on va faire comme ça, on voit quand même. Donc en gros, ce diagramme vous donne la date en abscisse avec une coupure entre 0 et 1400 pour qu'on puisse voir les parties intéressantes du diagramme. Et à gauche, des précisions de mesure au sens large, position des étoiles, on va dire. Donc en haut, une fraction de degré, 1000 secondes d'arc, un tiers de degré, une arc seconde, une mille-arc seconde, une micro-arc seconde, encore des logarithmiques. Et puis une courbe qui donne ce qu'ont fait les différentes personnes en fonction du temps, donc ce qu'on peut reconstruire a posteriori. Donc le catalogue d'Hipparcos, on l'a, le catalogue de Loubeg, on l'a, le catalogue de Tycho, on l'a aujourd'hui, et on peut comparer au catalogue moderne pour rétablir a posteriori l'exactitude ou la précision de ces catalogues. Donc Hipparcos, on sait que c'est de l'ordre du tiers de degré, et on prend le catalogue de Ptolémée, vous faites ça, c'est pas un très bon exercice pour des étudiants, parce qu'il faut identifier les objets, même si ça a été fait, c'est intéressant à faire. C'est des petits nombres, il y a 1000 objets, donc c'est très amusant pour tester les algorithmes de reconnaissance. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est dans cette partie optique, à l'œil, pardon, vous voyez, c'est une courbe, dans le fond, même si Tycho a amené une certaine révolution dans l'instrumentation astronomique, le soin fait aux observations, ça ne donne pas lieu à une forte discontinuité dans la précision. Il a fait peut-être plus d'objets, il a fait plus de soins, mais on ne voit pas une rupture. Et de même, la lunette est 1610 pour la lunette en tant qu'instrument physique, mais son adaptation à des mesures de visée a pris au moins 50 ans. Ce n'est pas en 1620 qu'on s'est servi des lunettes pour faire des mesures de précision. En revanche, on a décrit des choses nouvelles. Galilée, Scheiner, on décrit des choses nouvelles grâce à la lunette, les surfaces planétaires, les rotations des planètes, les surfaces du Soleil, le nombre d'étoiles dans la Voie lactée, enfin des choses comme ça. L'astronomie physique a beaucoup bénéficié immédiatement en matière d'années. En revanche, il a fallu Picard, Ozoud et Greenwich pour qu'on commence à savoir comment se servir d'une lunette pour faire de l'astrométrie. Hevelius, le dernier grand astronome à faire ça à l'œil nu, c'est 60 ans après les lunettes. Il observait à l'œil nu avec des cadrans. C'est comme ça que c'était meilleur, il avait peur des lunettes. Donc, Flamsteed, voilà, là on arrive à l'utilisation des télescopes, donc fin du XVIIe, avec le premier véritable catalogue stellaire basé sur des observations, on les appelle télescopiques, mais en l'occurrence c'était des réfracteurs, et donc une extension en magnitude. Au lieu d'avoir un catalogue de 1000 objets jusqu'à la magnitude 5,5-6, on a l'Atlas Célestis qui va en faire 6000, quelque chose comme ça, qui va à la magnitude 8. Fait en un seul lieu, donc c'est pas tout le ciel qui était visible depuis Greenwich, a été catalogué par Flamsteed. Et de nouveau, pas de pente, pas de rupture de pente. Ça s'améliore, l'instrumentation, puisque on va plus loin en magnitude, on a des objets, des instruments qui ne sont pas forcément plus longs
que les grands cadrans muraux de Tycho Brahe, qui étaient nécessités pour viser, mais plus compacts, plus transportables. Donc on va dans différents endroits du monde, on fait catalogue de l'hémisphère sud, on ne pouvait pas faire avant, avec une légère amélioration. Donc Flamsteed, Bradley, donc on a une date très précise, la découverte de l'aberration, c'est 1727, donc 20 secondes d'arc. C'est-à-dire que pour établir ce phénomène, qui est un phénomène, aujourd'hui c'est énorme, hein, c'est 20 secondes d'arc dans le ciel, les gens l'ont cherché en recherchant la parallaxe, puisqu'on ne savait pas qu'il existait, dès Picard, donc dès 1675, dès 1680, et c'est en 1727 qu'on a vu qu'il y avait un effet systématique dans la position des étoiles qui atteint 20 secondes d'arc. Donc ça donne une idée de la différence entre la précision ultime et la précision opérationnelle. Donc on est de l'ordre de 20 secondes d'arc au moment de Bradley. Bon, après il y a les catalogues, le General Catalogue FK5, donc FK5, pardon, paru juste avant Hipparcos. Là on commence à avoir une petite descente. Il y a le VLBI que je n'ai pas marqué, qui descend très vite, mais pour un tout petit nombre d'objets, et des objets très spécialisés, pas ceux des astronomes habituels, des objets radieux. Et puis ben, vous voyez la partie spatiale, qui est donc complètement, radio marqué télescope, complètement à droite, donc Hipparcos, Gaïa, SIM, la mission américaine qui était projetée mais qui n'a pas eu lieu, et l'ICRF. Donc cette partie-là, très régulière, et 2000 ans, 4 ordres de grandeur et demi, entre 4 et 5 sur 2000 ans. Et là on passe dans l'espace, de l'ordre de 20-25 ans, on va de nouveau regagner, donc Gaïa sera terminé, l'équivalent en termes de puissance de 10. C'est une forme d'équivalence. Il y a bien d'autres méthodes de comparaison. Alors bien sûr, on va beaucoup plus fin et on va beaucoup plus loin en magnitude, il y a d'autres aspects qualitatifs, mais c'est excessivement frappant. Et donc, les étudiants me disaient il y a plusieurs années, il y en a qui s'en souviennent parce qu'ils me disent, vous voyez, vous êtes là, vous êtes étudiant, vous avez l'idée que l'astrométrie, il n'y a pas rien à faire avec, et vous dites, moi, c'est l'avenir en ce moment. Vous faites astrométrie, vous rentrez dans les fondements de l'astrophysique et vous touchez à toute l'astrophysique avec des moyens de mesure qui sont excessivement performants. Donc ce diagramme est très riche en informations parce que c'est incomparable à ce que l'espace a permis de faire. Donc, une vraie rupture. Alors, pourquoi il nous faut des systèmes de référence pour dire, même un observateur non avisé qui commence à regarder le ciel, qui s'aperçoit qu'on lui montre des planètes, il va peut-être prendre un catalogue, il va dire ah ben elle est là, alpha delta, mais qu'est-ce que ça veut dire, ou je cherche quand j'ai alpha delta, qu'est-ce que ça me dit, pourquoi ça me permet de savoir aussi. Donc en gros, très vite on est confronté à ce problème 1 de catalogage pour décrire le ciel tel qu'il est, ce qui était la préoccupation d'Hipparque, probablement de Ptolémée, mais c'est probablement Hipparque qui a eu ce réflexe, l'idée de geler dans une description le ciel de son époque, et puis ensuite les catalogues. Donc, repérer les étoiles les unes par les autres nécessite déjà d'avoir un système de référence. Il faut y penser à l'avance, on va faire directement. Et repérer les objets mobiles, d'étudier leur mouvement, nécessite absolument de pouvoir décrire leur mouvement sur le ciel. On n'en a qu'une vue à 2 dimensions avec des angles. Donc, ça s'impose directement pour détecter les mouvements. Et ne conserver que dans le mouvement apparent que ce qui est important pour ce qu'on veut faire. Bien évidemment, le mouvement apparent, c'est essentiellement les 24 heures. Une fois qu'on a compris que c'était ou un phénomène apparent de la rotation de la Terre tel qu'on le trouvait, ou un phénomène général, ce qui comptait, c'est le mouvement par rapport aux étoiles, ou les étoiles les unes par rapport aux autres. Ptolémée, dans l'Almageste, consacre au moins 5-6 pages à expliquer qu'il a mesuré, qu'il dit que les étoiles ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Quand on parle de la sphère des fixes, ce n'est pas un présupposé métaphysique donné par Aristote, c'est j'ai regardé, j'ai comparé des carrés, des rectangles, des triangles tels qu'ils étaient observés par Aristillus, Timocharis 200 ans avant, je constate que c'est exactement la même forme. Donc les étoiles ne bougent pas les unes par rapport aux autres, je l'appelle la sphère des fixes. Mais c'est un résultat de physique, ce n'est pas un résultat métaphysique. C'est très très important. Il y a quelques pages, il suffit de regarder avant le catalogue, c'est expliqué de façon merveilleuse. Donc, quantifier le mouvement des sources, bien évidemment, avant Newton, on s'intéresse à essayer de donner un sens intrinsèque au mouvement des sources. Et dès qu'on a eu bien sûr la loi de la gravitation et la loi d'inertie, il y avait un sens beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des coordonnées telles que la loi de Newton soit valable d'eux. C'est aussi le but.
Alors, on s'en sert bien évidemment aujourd'hui et depuis toujours pour suivre la rotation de la Terre. Avant, on se donnait la rotation de la Terre, on disait elle est invariable, idem, par comparaison avec des horloges, hein, pas dans l'absolu. Laplace disait, je crois, ou Lalande, la durée du jour ne varierait, je crois, que d'une millième de seconde par jour, on ne le verrait pas. Donc, acceptons, au niveau de notre précision, que la rotation de la Terre est uniforme, et nous allons nous en servir pour établir l'échelle de temps. Aujourd'hui, la progression est totalement inversée, bien évidemment, parce qu'on connaît l'irrégularité de la rotation de la Terre par rapport au temps uniforme. Donc, étudier les mouvements des plaques, on a besoin aussi d'un système de référence. Le GPS ne fonctionne pas sans un système de référence, terrestre ou céleste. Et puis, les objets les plus lointains, quand on découpe des objets radio, on cherche éventuellement une contrepartie optique. Mais ces objets radio pour lesquels on n'a pas un grand nombre d'objets, il faut bien les rapporter à quelque chose. Et pour ça, on va servir des étoiles, donner les coordonnées de ces objets radio, qui ont des propriétés aussi remarquables, parce qu'elles sont encore plus invariantes que celles des étoiles. Et puis la navigation interplanétaire. Donc l'esprit scientifique, ça c'est le besoin primaire. Hein. Et après, à quoi ça sert? La science se sert sans arrêt des systèmes de référence. Pour moi, céleste, et pour le terrestre également. Donc, je vais donner une petite liste, il y a une espèce de pot pourri. Hein. La rotation différentielle de la galaxie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir les mouvements propres des étoiles. Comment on a les mouvements propres des étoiles? En comparant la position des étoiles à deux époques. Si je suis dans un système qui lui-même tourne par rapport à quelque chose, hein, le mouvement propre, il n'est pas le vrai mouvement propre. Il est affecté ou erroné du fait de l'entraînement du système de référence. Donc, je cite des concepts assez durs, hein, mais qu'est-ce que vous dites quand ça ne tourne pas par rapport à quoi? Donc, on est vite pris dans un engrenage assez compliqué quand on commence à discuter ça, et on va le voir tout à l'heure. Les mouvements des étoiles dans la galaxie, donc essentiels pour décrire la galaxie elle-même, la distribution de matière. Vous trouvez la matière noire, si vous n'avez pas les mouvements propres des étoiles, vous n'avez pas la courbe de rotation de la galaxie, vous n'avez pas la gravitation. La dynamique des amas, l'identification des sources dans les différentes bandes, qui est extrêmement d'actualité. Donc, le système solaire, qui est un très très gros bénéficiaire, bien évidemment, puisque c'est à partir de ça qu'on teste la Newton. Poincaré disait, le but ultime de l'astronomie, c'est de tester la loi de Newton. Le but, l'objectif assigné à l'astronomie, c'est tester la validité de la loi de Newton. À la fin, c'est ça l'astronomie. Le monde civil de la défense, les gros travaux sur Terre nécessitent à un certain moment des systèmes de référence. On ne construit pas des tunnels sur la base des systèmes de référence. Et indirectement, ils empruntent au ciel. Hein, même si à la fin, c'est de la géodésie locale. Il a fallu quelque part créer des systèmes de référence en zone pour impliquer l'usage des étoiles à un certain moment. La navigation GNSS en maintenance a besoin de temps en temps de restituer, de reconstruire les orbites des GPS par rapport à des observations qui ne sont pas celles du GPS. Donc essentiellement des observations laser pour reconstruire et réétalonner l'exactitude des orbites, elles-mêmes par rapport à l'ensemble. Pour les systèmes terrestres, donc, qui peut intéresser les personnes ici, j'ai mis les systèmes de position globale, les mouvements des plaques sphériques, le mouvement du pôle. VLBI, il faut savoir où sont les sources. Donc c'est un système itératif, il détermine les sources, après il s'en sert pour les plaques, pour la rotation. Une fois qu'on la connaît, on s'en sert pour améliorer les sources. C'est un système très, très complexe. Le poursuite des satellites, les marées, le niveau de la mer, toutes ces choses-là passent par les systèmes de référence. Ici, appuyez sur le bouton. Donc, la famille générale, on va voir de quelle partie je veux essentiellement parler. Donc, vous avez toute la métrologie avec les références métrologiques au départ, et derrière les systèmes de référence spatio-temporels, donc séparons l'espace et le temps, hein, pour bien indiquer de quoi je vais parler. Dans l'espace, grosso modo, il y a les deux familles, même s'il y a des intérêts communs, des échanges bien évidemment entre les deux. Le système terrestre, le système céleste. Dans le céleste, il y a le dynamique et le cinématique. Hein. Dans le terrestre, il y a la géodésie classique et les systèmes 3D qu'on a maintenant avec les TRF 2000. Et dans le temps, pareil, hein, il y a le temps absolu de Newton qu'il a défini dans une phrase qui est une espèce d'autoréférence, hein, qui ne définit pas le temps. Il dit
le temps uniforme s'écoule uniformément, à peu près, il dit ça. C'est vrai. Il était bien embêté quand même avec le temps. Le temps relativiste, dans les faits, est nettement mieux défini. Il est plus compliqué, mais il est nettement mieux défini que le temps newtonien. Le temps dynamique et les temps solaires, les temps barycentriques, les temps jonateurs. C'est toute la grande famille des échelles de temps, TCB, TDT, TT, TAI, UTC, tout ça, c'est la même chose. Et moi, je parle ici essentiellement, à part l'aspect historique qui couvre la partie dynamique, mais on va surtout parler de l'ICRF et le système de référence cinématique, bien que dans la première partie, je vais introduire ça à partir des systèmes dynamiques tels qu'ils étaient. Donc, présélection, mutation. On va dire deux mots de tout ça. Ici, les relations entre les temps de différentes natures et leur fabrication avec les horloges et les algorithmes de comparaison d'horloges. Bien, alors les concepts essentiels, on va essayer de donner. Alors comme je dis, les étoiles, c'est ce qui se présente pour étudier les mouvements des objets célestes. Bien évidemment, si on habitait sur Vénus, avec cette atmosphère qui n'est pas transparente dans le visible, on ne voit aucune image, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Il y a sûrement eu moins de besoins astronomiques, mais ça s'est imposé de lui-même. Ces points lumineux extrêmement ponctuels, qui sont des points, sont le rêve de tout géodésien pour faire des visées. La nature nous les a donnés. Donc c'est parfait pour ça, y compris pour repérer l'instant de rotation de la Terre devant une étoile. Donc ces étoiles, soit elles ont des coordonnées, mais il faut que quelqu'un vous dise comment on fait. Il faut donner ce coordonnées, donc on les rapporte à un de référence. Mais il a bien fallu quelqu'un commence un jour par dire mais c'est pas marqué sur le ciel les coordonnées des étoiles. Donc il faut se les définir et essayer de réaliser ça avant de regarder ça pour des étoiles faibles. Donc il y a un système un petit peu compliqué. Donc ce que nous donne la nature, c'est les étoiles et très naturellement la rotation de la Terre. Cette rotation, elle nous fournit un axe, elle nous fournit un plan. Donc c'est normal que les choses soient. Mais le mouvement annuel du Soleil ou le mouvement de la Lune sur un mois définissent aussi un plan, à peu près, avec des corrections, avec de la théorie, mais globalement, ils nous matérialisent. Donc les deux, en fait, ont été utilisés. Et aujourd'hui, c'est les quasars qui nous fournissent quelque chose. Donc, il y a deux mots importants, j'utilise toujours, pareil, on a parlé de ICRS à ICRS, le S, le dernier S, c'est système, comparé à ICRF, qui est F, qui est frame, donc repère de référence en français, système de référence, ITRF pour la Terre, International Terrestrial Reference Frame, International Reference System. Donc il y a deux choses. Il y a un système de coordonnées qui est défini de façon idéale. Comme je disais un instant, je vais me servir de l'équateur de la Terre. Et j'aimerais que ce soit mon plan de référence pour les déclinaisons. Ah, bon, essayons, est-ce qu'on peut le faire? Quelle est votre idée pour essayer de mesurer ça par rapport au plan de l'équateur terrestre? Ah, vous savez, les méridiennes, le reste de rotation. Puis après, il y a une autre idée. Ah non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, j'aimerais beaucoup. Le Soleil, ça me matérialise un plan fantastique. Est-ce que je ne pourrais pas trouver des moyens de mesurer des hauteurs par rapport à l'écliptique? Ah, c'est pas simple à trouver. La nature ne nous donne pas de moyen naturel de faire ça. Les quasars, c'est encore mieux, il n'y a pas de plan, mais c'est des objets fixes. Est-ce que je ne pourrais pas m'en servir pour faire quelque chose? Ah oui, mais là, il va falloir définir le plan. Il ne vous est pas donné par la nature. Quel plan allez-vous choisir? C'est bien d'avoir les quasars, mais si vous voilà. Donc ça, c'est le système. C'est toutes les réflexions qui vont dire voilà ce que j'aimerais faire. Avec, bien sûr, on sait à peu près, à un moment, si on est capable de le faire, on va le faire. Mais c'est tous les concepts, les constantes numériques, qui disent je veux que mon origine soit à tel endroit. Est-ce que c'est le centre de la Terre? Oh, c'est pas terrible, ça bouge tout ça. Est-ce que c'est le centre du Soleil? C'est pas un point très particulier pour les limites, donc le barycentre solaire semble s'imposer. Mais dans 10 ans, 20 ans, et on va voir peut-être à la fin si on reste tout, il y aura de bonnes raisons de se dire que penser en termes référentiels galactiques a un sens. Peut-être qu'un jour on y viendra. Donc on changera de système à ce moment-là. Voilà des systèmes avec le plan elliptique dans lequel un point fondamental est donné par la nature pour l'origine, c'est le point gamma. C'est pas marqué sur le ciel, mais c'est marqué implicitement, puisque grossièrement il suffit de dire je regarde le soleil, quand est-ce qu'il passe de sous l'équateur, au-dessus de l'équateur, ah c'est là-bas. C'est presque marqué. Je regarde le soleil et c'est comme si j'avais vu le point gamma. C'est merveilleux ça, on n'a pas ça avec les quasars. Il va falloir dire, ben voilà, c'est celui-là.
Le système doit être réalisé, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas comme ça, on le fait pour qu'on s'en serve, pour qu'on repère des objets mobiles ou d'autres objets par rapport à ces premiers objets qu'on définit et réalise le système. Donc il faut qu'il soit pratique. S'il était fait en astronomie des neutrinos et qu'on ne peut pas s'en servir en optique, en fait, les deux communautés auraient développé leur propre système puisqu'il n'y a pas de recouvrement. Aujourd'hui, il est en radio, mais on essaie de faire un recouvrement en optique. Sinon, on ne peut pas se servir des observations via du système quand on fait l'astronomie optique, puisqu'il n'y a pas d'interpénétration. Alors, on a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc la réalisation, elle est éventuellement multiple. À l'intérieur d'un même système, c'est-à-dire équateur, je peux envisager différentes manières de matérialiser les axes X, Y, Z avec des techniques différentes. Éventuellement, les lasers peuvent faire un certain nombre de choses sur ça, même à distance moyenne. Le système solaire, en tout cas, peut être un moyen de réalisation. Le système stellaire, un autre moyen de réalisation, qui éventuellement se recouvre par l'observation du mouvement par rapport aux étoiles. Mais c'est deux choses différentes. Donc ça, c'est le frame. Alors, pour mon système, de nouveau, je trouve essentiellement deux grandes familles pour la partie stellaire. Celle qu'on avait utilisée pendant longtemps, c'est je cherche à avoir des axes X, Y, Z, c'est le système, tel que dans ce système d'axes, F égale n gamma s'applique, que je n'ai pas de force supplémentaire à rajouter. C'est-à-dire que quand je vais modéliser avec la loi de Newton le mouvement de la Lune, le mouvement de l'Euros, le mouvement des petites planètes ou des planètes, et puis que je vais être capable de les observer, bien sûr, hein, c'est d'autres techniques, ça, hein, c'est un aspect technique, l'observation. Je rencontre proprement de leur mouvement, avec une certaine précision, sans avoir des forces d'inertie à rajouter. Donc mon système, il a une qualité très forte, il est inertiel aux sciences de Newton. Donc ça, c'est les systèmes qu'on a eu jusqu'au FK5, même si ça n'apparaît pas de façon directe, c'est un peu compliqué à voir. Un système comme le FK5, à un moment donné, ne peut pas se passer d'observation du Soleil, ou d'objets par rapport au Soleil. Hein, on n'est pas le Soleil directement, mais peu après le coucher du Soleil, j'observe les étoiles, ou j'observe la Lune que je sais rapporter au Soleil. Voilà. On est obligé d'avoir ça dans un système dynamique à un moment donné. Et les systèmes cinématiques, dont l'idée n'est pas ancienne, Herschel, Laplace avait déjà envisagé ça, hein, parce que des objets lointains ne pourraient pas servir de repère à partir desquels on verrait la Terre tourner. On ne servirait pas a priori de la Terre. C'est des systèmes cinématiques, c'est-à-dire qu'on ne met pas a priori cette loi dynamique dedans, on attache ça sur elle, mais ce n'est pas l'objet. On cherche avant tout à satisfaire à ce principe, qui est bien sûr très très difficile à démontrer. Prenons-le comme un axiome. L'univers, dans son ensemble, n'a pas de rotation. Donc c'est aussi clair que Newton disant le temps uniforme coule uniformément. Donc on va admettre qu'il y a quelque chose dans l'univers qui est essentiellement à la fin de CMB, hein, le Cosmic Microwave Background, qui lui-même définit globalement un système de référence. On sait effectivement à partir des mesures de CMB qu'il y a un effet Doppler, un effet de dipôle, un effet du mouvement de la galaxie, mais il y a aussi éventuellement un effet de rotation qu'on est capable d'enlever. Donc le système primordial, éventuellement, intellectuellement, définit quelque chose qu'on va appeler non-tournant. Alors, en pratique, on ne se sert pas de ça, bien évidemment, on dit que les quasars sont globalement non-tournants dans le système équivalent de celui du CMB. Mais cette assertion n'est pas nécessaire. On dit que les quasars représentent en eux-mêmes des objets excessivement lointains pour lesquels, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été capable de voir un mouvement tangent. Aucun, relatif, les uns par rapport aux autres, qui n'est pas dû au système de référence. Après, si ça fait deux quasars l'un à côté de l'autre, on n'aperçoit pas que leur distance angulaire varie l'un par rapport à l'autre. C'est Ptolémée décrivant la stabilité du ciel. On est en train de se refaire une sphère des fixes au travers des quasars. Aujourd'hui, on n'a pas vu de mouvement tangent. Ptolémée, il n'avait pas vu de mouvement tangent des étoiles. Les étoiles ne bougent pas les unes par rapport aux autres, jusqu'à ce qu'on s'en aperçoive. Avec, fin du XVIIe siècle, a dit il y a 4 étoiles dont la latitude a changé, la écliptique, probablement qu'elles ont un mouvement. Et ça a été fermement établi en Mayer, 1740. Il n'y avait plus de doute, les étoiles avaient des mouvements les unes par rapport aux autres. Il y a presque 2000 ans. Donc aujourd'hui, dans les quasars, on n'a pas mis en évidence le moindre mouvement tangent individuel. On va voir qu'il y a des mouvements systématiques individuels, et on dit, ben voilà,
compte tenu de ça, je considère que c'est ma sphère des fixes, que les quasars n'ont pas de mouvement de rotation d'ensemble, on va s'en servir. On répète l'histoire. Hein. Aujourd'hui, on commence à réfléchir à l'après-Gaïa, donc j'ai fait un talk il n'y a pas longtemps, pour montrer, ben voilà, on va commencer à voir avec les quasars à la microseconde, on va commencer à retrouver les ennuis qu'on a eu avec les étoiles, que la Terre bouge par rapport aux quasars, que ça va faire un effet systématique, qu'il y a de la physique dans les quasars qui ne sont pas aussi ponctuels qu'on le pense, tout ça. Mais aujourd'hui, ça fonctionne encore. Donc c'est le système cinématique tel qu'il est aujourd'hui, il ne fait plus appel à la dynamique. Donc la réalisation, c'est aujourd'hui un ensemble de radiosources, c'est l'ICRF, le système ICRS, dont la précision est de l'ordre pour la partie très précise, inférieure à 100 milliards de secondes, probablement de l'ordre de 50 milliards de secondes pour les plus précises, pour la version 2 de l'ICRF, avec 293 sources. Donc c'est équivalent aux étalons en matière métrologique. Hein, il n'y en a pas beaucoup. C'est rare, mais ça sert de point de départ pour construire le reste. Donc on va y revenir tout à l'heure. La première version est de 1998, donc elle n'avait pas cette précision-là en 1998. Et la partie optique, donc celle qui intéresse les astronomes, hein, moi je suis dans l'ICRF, on peut dire ça dans plein d'articles, hein, on a fait nos réductions dans l'ICRF. En fait, ils ont pris le catalogue Hipparcos-Tycho, qui est lui-même rattaché au système ICRF, donc qui est une matérialisation optique, ce n'est pas un ICRF, hein, c'est une contrepartie optique d'accès de l'ICRF. Mais elle est secondaire, elle n'est pas primaire. Gaïa va être un référentiel primaire. Alors, en pratique, je vous dis, un système de référence, ça a été un catalogue stellaire, pas n'importe lequel. Il faut savoir comment il est construit. On va tout à l'heure, bon ben voilà, des anciens catalogues de position de Europe, ben ça va être le Ptolémée, je pense, des cartes célestes, on ne voit pas très bien ici. Il y a des bandes de couleurs pour le moment qui peuvent poser un problème. C'est pas très grave, c'est pas fait pour lire. Hein. C'est juste pour illustrer des catalogues. Je donnerai la version PDF du document, hein, on pourra s'en servir. Alors je reviens quand même sur ça parce que moi, ça, pareil, quand je fais des étudiants, ces deux diapos, c'est des trucs qui marquent, pour bien insister entre la notion de référentiel primaire, le catalogue fondamental, celui qui matérialise les références, à l'opposé de j'ai des coordonnées alpha delta d'un objet mobile. Hein. Donc, il y a des cas où on est comme ceci. Vous avez effectivement défini, éventuellement matérialisé, comme si on avait tracé sur le ciel les lignes, puisque j'ai un catalogue qui permet d'y accéder. Donc, c'est ce que j'appelle le graticule prédéfini. Et puis j'observe. Donc j'ai un télescope, il va me donner cet objet-là, c'est dans le graticule, je sais bien sûr interpoler, tout ça, c'est des questions techniques. C'est-à-dire quand j'ai ça, effectivement, je peux attribuer dans le système de référence matérialisé par ce graticule, peu importe, ça peut être le GPS, ça peut être ce que vous voulez, mais quelque chose qui me permet, je lui donne des coordonnées alpha, delta, tant de degrés, tant d'heures, tant de degrés de déclinaison. Donc je me sers de quelque chose que quelqu'un a fait, puisque ce n'est pas dessiné sur le ciel. Donc ça, c'est secondaire. Et ça s'oppose à ce qu'on fait avec Hipparcos et avec Gaïa, qui est beaucoup plus loin là. Voilà. Et j'ai rien. J'observe. Et j'observe les objets de façon à ce que je les positionne les uns par rapport aux autres, tels qu'ils sont sur le ciel. Cette phrase est très importante. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué l'astrométrie globale. Ce n'est pas un point que faire. C'est suffisamment grand pour que je puisse effectivement parfaitement dessiner ça tel que c'est là, parfaitement dessiner ça et positionner ce bloc-là par rapport à celui-là. Donc les distances, les arcs mutuels entre tous ces objets sont les arcs tels qu'ils sont sur le ciel. Mais pour cela, je n'ai pas besoin d'un système de référence au départ. Je peux imaginer une espèce de théodolite spatial qui mesure les arcs. Si j'ai un objet, j'ai n-1 sur 2 arcs, c'est beaucoup, c'est redondant d'ailleurs. Hein. Mais admettons, prenons cette expérience de pensée, je mesure tous les arcs avec une très très grande précision. Je prends une sphère avec du caoutchouc, je les mets, il n'y a pas 36 manières de mettre le bout de ficelle. Hein, si j'ai un objet et que j'ai N2 arcs, c'est surabondant en fait, il y a une petite erreur, donc on peut faire un ajustement moindre carré, mais il n'y a qu'une seule manière globale de les positionner sur la sphère. Simplement, cet ensemble peut tourner. Donc il vous reste 3 degrés de liberté, qui sont la rotation globale, puisque les arcs sont invariants par rotation. Donc voilà où on est, ça c'est ce que fait Hipparcos, c'est ce que fait Gaïa. Il place, on va dire, c'est comme si on faisait des mesures d'arcs. Et ces arcs sont très précis, et à la fin je fais une compensation générale qui me place les objets les uns par rapport aux autres à une incertitude de 3 paramètres près qui est, comme ici j'ai un pôle, hein, j'ai décidé quelque chose, il y a une rotation globale. Et derrière,
je crée ceci. Donc c'est l'opération inverse de la précédente. Donc ce système crée sur le ciel le système de référence, et il va falloir définir ce que j'appelle 0 heure, 0 heure. Il va falloir définir ce plan qui n'est pas donné par mes arcs. C'est devient un arbitraire. Donc cet arbitraire, il va être levé par une convention qui sera l'écliptique, si j'ai envie, qui sera autre chose, qui sera complètement arbitraire. Et c'est le cas de l'ICRF, c'est le cas du référentiel guerre. Donc ça, c'est fondamental. C'est le catalogue fondamental où on va prendre un nombre d'objets limités avec des techniques d'observation spécialisées, de haute précision. C'est très loin à faire un catalogue fondamental stellaire, hein, mais pareil pour les marcos. Et ensuite, les gens vont se servir de ce graticule qui est implicitement donné sur le ciel par le catalogue pour repérer d'autres objets, des étoiles faibles, densifiées, des objets radio, des objets gamma, un objet optique, tout ce qu'on veut. Il faut le rendre accessible de façon générale. Mais la démarche intellectuelle est bien sûr très très différente de ce que je présentais avant, donc de l'idée de base de quelqu'un qui prend un catalogue et qui dit voilà les coordonnées des étoiles. En gros, c'est qui l'a fabriqué? Qui a fabriqué ces coordonnées? Pourquoi elles sont comme ça? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Donc ça, c'est le S de ICRF, de CRS en général. Donc, dans le fond, j'ai laissé cette diapo, mais elle répète un peu. C'est la même chose quand on a... En plus, on ne voit pas les traits. Alors, on voit un petit peu. C'est le même problème. Si je regarde une carte, il a bien fallu que quelqu'un, et c'est vrai sur une carte terrestre, hein, une longitude, latitude, c'est le même problème. Hein. Quand on regarde finement, la latitude, c'est pas exactement la hauteur au-dessus de l'équateur. C'est une définition tarabiscotée aujourd'hui. Hein. Parce que c'est quand on veut de la précision, bien sûr qu'il descend au niveau du centimètre sur la Terre. Hein, pour les plaques, si j'ai du kilomètre, j'ai pas d'ambiguïté. 50 km, j'ai même pas besoin d'avoir une terre aplatie. Et quand on cherche fin, c'est délicat. Bien, donc les conséquences sur les catalogues astronomiques, donc cette planche a insisté sur la différence entre le catalogue de système de référence et le catalogue liste d'objets. Voilà, donc des grands catalogues astronomiques, vous avez vu, je vais vous parler du FR5 qui est le système de 1500 objets. En 1980, le système de référence sur lequel est construite toute l'astronomie, toute l'astrophysique à un moment donné, dépend de ces 1500 objets. Pour les coordonnées, pour les mouvements, pour les distances. Mais dès la fin du XIXe siècle, on avait des catalogues à plusieurs centaines de milliers d'objets. En 70, le BD de 1960, Cordoba, 700 000 étoiles, Angulap, un catalogue pour 230 000, le SAO, qui était le catalogue à tout faire, quand j'ai commencé dans l'astronomie, avec 260 000 entrées, avec des alpha-delta. Moi, j'ai débarqué là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail, les astronomes, à mesurer tout ça. Bon, mais c'est des vrais, c'est plus que des catalogues secondaires, ça c'est des compilations. C'est même pas des catalogues eux-mêmes, c'est des listes. Donc ça, c'est des descriptions du ciel dans un système qu'on espère bien hériter du système fondamental. C'est-à-dire que la SOE, eux, j'ai essayé de prendre au mieux avec des mesures méridiennes relatives ou des mesures de plaques photographiques relatives. On a trouvé les coordonnées des étoiles, et pour aller au niveau de quelques secondes d'arc, c'est des bons outils. Et en parallèle, les catalogues fondamentaux, c'était tout petit. Il n'y avait presque rien. Et le fameux catalogue, on n'a pas Arge Lambert, ce qu'il a fait en Allemagne, ou disons à Berlin, un des premiers gros catalogues, donc d'une centaine de milliers d'objets, toute sa vie pour faire ça. Il a fait également un catalogue fondamental qui avait une centaine d'objets. Et il a dit ça m'a coûté autant de peine et de labeur que de faire un catalogue d'étoiles de 100 000 objets. Le catalogue fondamental, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, on peut. Ça, c'est la différence, donc, de nouveau, entre une autre forme de discours, mais qui est équivalente à mes graticules, hein, entre des mesures relatives et des mesures absolues. Les mesures absolues, il faut dire par rapport à quoi c'est absolu et à quoi je veux aboutir. Qu'est-ce que je veux faire en faisant des mesures absolues? C'est la différence entre les deux. Donc, le catalogue en relatif, c'est de la production. Hein, on peut en faire beaucoup, c'est pas très amusant, mais il faut le faire, ça peut être du travail d'astronome. Et le résultat des mesures absolues, ça va être le catalogue fondamental, donc comme j'ai dit, long, très peu d'étoiles, et en principe, n'utilisant jamais des coordonnées relatives, mais toujours quelque chose qui est lié d'une façon directe à ma définition du système de référence. C'est-à-dire que si j'ai l'écliptique, je reviens à ça, l'écliptique, il faudra quelque part que ça soit lié aux observations d'objets du système solaire. Si c'est des quasars, il va falloir que j'observe les quasars de façon absolue, d'une manière ou d'une autre, et non pas de façon relative. Donc, pour illustrer ça, voilà les progressions des catalogues fondamentaux, hein, ceux qui ont servi au système de référence. Donc, le premier à avoir sélectionné des étoiles pour en faire un catalogue fondamental, c'est Maskelyne. Donc 36 étoiles zodiacales, une époque,
donc on est à la fin du XVIIIe. Il y avait bien sûr des observations depuis longtemps, des coordonnées des étoiles pour la marine, hein, mais ce n'est pas le même niveau de précision, ce n'est pas pour faire de la science au sens strict. Hein. Donc le premier catalogue Bradley-Bessel, qui n'est pas vraiment fondamental mais qui s'en approche, c'est 3000 étoiles, il manque un petit blanc, donc pas de mouvement propre, presque fondamental mais pas tout à fait. Voilà, Bessel reprend les étoiles de Baskerville, cette fois-ci avec des mouvements propres et la précession, puisque le système de référence étant lié à la Terre, à l'équateur céleste. À l'équateur céleste, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est fixe par rapport aux étoiles, donc ça va avec un modèle. Un modèle pour s'en servir 10 ans, 20 ans après, 10 ans, 20 ans avant, si on veut traiter des observations passées. Donc ça, c'est la précision des limitations. La série des fondamentales catalogues, donc, qui commence à la fin du 19e, chez les Heidelberg, Bernin et Heidelberg, donc FK1, FK2, FK3, donc, que certains ont connu, FK4, qui était les gens qui ont fait l'astrolabe ici, hein, dont on mentionnait hier, c'était le FK4. Hein, 873 étoiles, 1535 pour l'élimination, 1535 pour FK5, et puis on arrive à Hipparcos, catalogue quasi fondamental, on va dire exactement le mot quasi, l'ICRF, qui est un véritable cadre fondamental, a 200, la première version, 212 sources de définition. On est revenu à un petit nombre. L'ICRF 2, 294, voilà. Et comparé ici à d'autres catalogues de compilation, donc j'ai marqué les fondamentaux, ceux qui ne le sont pas, vous voyez, l'USNO A1, 1993, a 550 millions d'objets, tout avec alpha-delta. Mais ils ne cherchent pas à définir alpha-delta. Ils sont servis d'autres éléments qui permettent d'aller progressivement par échelle de magnitude. On ne passe pas à la magnitude de la magnitude de 6,7 du FK5 à la magnitude 20. Il faut des catalogues intermédiaires, hein, de densification. Tout ça, c'est fait, et donc c'est pas la même science, on ne fait pas la même cours en faisant un catalogue général et un catalogue fondamental. Bien, alors ça nous permet de venir à l'ICRF et l'ICRS. François, je peux poser une question? Quand on dit J2000 et J1950, c'est quoi? B1950. Ouais, ou B1950. bien J2000, c'est... Ça, ce sont des époques. Alors, si on dit J2000, on veut signifier B1950, c'est une époque dans laquelle on va définir éventuellement l'équinoxe et l'écliptique moyen de cette date. Donc J2000, B1950, ça désigne une date, auquel on associe éventuellement, quand on sert époque du catalogue J2000, on veut dire que c'est également l'écliptique et l'équinoxe correspondant au 1er janvier 2000. B1950, c'est dans la tradition ancienne, le calendrier 1950 était rapporté à l'année bessélienne, donc le B, qui n'est pas le 1er janvier. C'est lié au passage du soleil qui est défini différemment. Alors, donc, je reviens maintenant à l'ICRF et RF, la partie moderne. On a fait cette description introductive qui avait pour but d'essayer de faire saisir que c'est pas complètement simple un système fondamental, ça nécessite des définitions délicates. Donc, comme je disais, le système défini avec l'équateur et l'équinoxe, ça a des complications, puisque vous êtes obligé d'introduire ce genre de choses. On ne voit pas très bien, mais on voit suffisamment la précession. Et je vous donne par exemple simplement, j'avais fait des petits plots de la nutation avec les tout premiers termes. Hein. Donc ça c'est le terme à 19 ans habituel, lié au mouvement du nœud de la Lune actuel, avec les 9 secondes et les 8 secondes. Les petits festons annuels, voilà là ici ce qui se passe en 15 jours. Et là en gros j'ai mis 2-3 termes périodiques de la nutation. On va jusqu'à quelques secondes d'arc. Aujourd'hui le modèle de nutation qui sert dans le VLBI, parce que le VLBI est associé à la Terre. Donc ils sont obligés d'avoir un modèle de nutation. Et par contre, n'a pas besoin de modèle de nutation, il est en dehors de la Terre. Il faut. Il y a 3000 termes pour calculer à un moment donné la position de l'axe de la Terre par rapport aux étoiles. Parce qu'après, il y a l'axe de la Terre par rapport à la Terre. Celui qui est par rapport aux étoiles, il y a 3000 termes. Additionnés, cosinus, sinus, avec des fréquences, tout ça. Donc beaucoup de travail pour l'établir, beaucoup de modèles. Donc ça, c'est des complications dans le modèle dynamique, bien évidemment. Donc, les observations faites du sol, par rapport à ce qu'on fait dans l'espace pour une astrométrie globale, c'est une complication, le sol. On veut couvrir tout le ciel, on sait qu'on ne peut pas le faire à partir d'un seul lieu. Donc, on a vu la carte du ciel, homogénéiser, uniformiser les méthodes d'observation, de traitement, etc., les instrumentations, mais ça doit être le même diamètre ou le même focal, c'est deux instruments différents. Ce n'est pas les mêmes piliers, ils n'ont pas la même notation, ils ne sont pas orientés de la même manière.
Et ensuite, quand vous observez localement, vous avez beau avoir un champ de 2 degrés sur 2 degrés, 3 degrés sur 3 degrés pour des plaques de Schmitt, quand vous avez à les raccrocher les unes aux autres, c'est théoriquement sans biais, mais en fait, ça fait des biais très progressifs qui font que le système est en caoutchouc. Il n'est pas rigide. Et l'intérêt d'aller dans l'espace, c'est naturel, bien évidemment, pour faire un système global, voir tout le ciel d'un seul coup, c'est nettement mieux. Donc on va dans l'espace pour ça. En plus, bien évidemment, on sait que la limitation des données de l'atmosphère empêche de toute façon de faire de l'astronomie, de l'astrométrie pour les parallaxes, mieux que quelques milliards de secondes. Vous avez des erreurs systématiques qui demeurent, en tout cas 1 milliard de secondes, ce n'est pas atteignable au sol de façon systématique, sans compter bien évidemment que pour les distances, la production en termes de nombre d'objets pour lesquels on peut établir les parallaxes au sol, c'est catastrophique. C'est des astronomes qui passent leur vie à observer, puis à la fin ils ont 10 parallaxes, éventuellement de qualité moyenne. L'espace, il ne s'est pas imposé, il était disponible. La technologie le permettait, il fallait en profiter. Donc, les systèmes basés sur les étoiles, c'est pas mal, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tant que les étoiles ne bougeaient pas les unes par rapport aux autres, tant qu'on s'en était pas aperçu, ou tant que l'effet était négligeable par rapport à la précision de ce qu'on faisait, ça allait bien. Et la somme, le mouvement propre est devenu un élément large, beaucoup plus large que l'erreur de mesure. Ça a posé des problèmes, puisque le catalogue vieillit. Le mouvement propre en lui-même n'est pas une nuisance, c'est pas gênant, mais la qualité de sa connaissance est une nuisance. Ce n'est pas le mouvement propre en lui-même qui fait vieillir le catalogue, c'est le fait que ça peut bouger de 10 milliards de secondes par an, mais si c'est connu à 1 milliard de secondes par an, au bout de 10 ans, il y a une incertitude de 10 milliards de secondes. Au bout de 100 ans, il y a une incertitude de 100 milliards de secondes. Donc l'incertitude du mouvement propre est une nuisance pour ce système. Bon, donc les sources distantes, déjà envisagées par Herschel et Laplace, quand ils ont commencé à regarder des modèles de galaxies, des étoiles distantes de la galaxie, que la galaxie avait une profondeur, qu'on a vu les univériles, dont on ne savait pas très bien où c'était, mais on sentait qu'il y avait des choses très lointaines qui n'avaient sûrement pas de mouvement propre, et ils ont envisagé dès cette époque son utilisation. Donc, cette diapo répète qu'on a avant, mais pour cette fois-ci, très spécifiquement pour l'ICRS et l'ICRF, puisque ce principe s'applique aux autres systèmes. Donc l'ICRS va avoir un système, un ensemble de spécifications qui définissent ce qu'on appelle les 3 axes idéaux, y compris l'origine, pas simplement les directions. Les objets ne sont pas forcément indéfinis. En tout cas, l'utilisateur, à un moment donné, il aura besoin d'avoir une origine. Et la relativité implique aussi, des fois l'origine, ce n'est pas des pures translations en relativité, donc il faut définir très soigneusement l'origine. Avec les algorithmes nécessaires et des différentes réalisations à faire qui seront l'ICRF. Et bien sûr, Gaïa rentre complètement dans ce cadre, c'est-à-dire qu'il va satisfaire aux spécifications de l'ICRS pour en proposer une réalisation optique. Alors, donc, comme j'ai dit, c'est un système cinématique qui dit que les objets lointains ont globalement pas de rotation. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui se mord la queue. On va dire, les objets lointains définissent quelque chose qui est un système qui nous satisfait nos besoins. C'est peut-être plus juste de le dire comme ça. Très probablement, globalement, au repos, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on voit. Il n'y a pas de mouvement de vent. Et surtout, bien sûr, les objets sont très ponctuels. Donc, c'est des objets qui ont une qualité pour l'observation. On va s'en servir pour observer et on n'a pas vu de mouvement transverse. L'origine a été choisie pour être le système au bas du système solaire et l'arbitraire concernant la définition du plan va servir de 0 de latitude, ou le pôle, pareil, et le point 0 dans le plan, c'est arbitraire, il va être choisi, comme toujours en métrologie, pour ne pas rompre avec la pratique précédente. C'est-à-dire que les coordonnées des mêmes objets dans l'ancien système et dans le nouveau devraient être voisins. Et s'ils diffèrent, ils ne devraient pas différer de plus que leur incertitude. C'est ce qu'on a fait quand on a défini le mètre par la vitesse de la lumière. On n'a pas dit, oh tiens, c'est le moment de prendre 300 000 km par seconde, ça va nous simplifier la vie. Non, on a pris 282 908, 794, pour ne pas rompre avec la définition précédente et rester dans le domaine d'incertitude de la définition précédente. Quand on va changer la définition du kilogramme, parce que ça va venir par une unité atomique, on va s'arranger pour que ça soit conforme au nombre d'Avogadro qui est associé au kilogramme aujourd'hui. On n'est pas à changer les balances. Jusqu'au bout, ça c'est ça. Donc l'arbitraire... C'est bien pour la consommation. C'est bien. L'arbitraire, il est là
le choix du pôle et du plan et de l'origine du plan n'ont aucun attribut physique. Hein, donc c'est un arbitraire, on va le choisir tel qu'on trouve, on est libre. Donc on va le faire ça le plus agréable possible. L'arbitraire concernant l'orientation, là, a un attribut physique, puisque c'est l'initialité. Ça va être plus délicat, donc il est levé en disant les quasars, globalement, ils ne doivent pas avoir de mouvement propre dans mon système. C'est-à-dire que l'orientation, cette fois-ci, la stabilité de l'orientation, hein, c'est pas la direction initiale, est-ce que ça tourne, doit être telle qu'au cours du temps, les coordonnées des quasars ne doivent pas changer. Donc dans ce cas-là, j'ai défini ces x, y, z qui sont en accord avec le système global des quasars, qui, on l'espère, matérialise quelque chose que j'appelle mon temps. Voilà les deux arbitraires qu'on va lever en faisant. Et avec le développement de la technologie, est-ce que ça avec le développement de la technologie, est-ce que ça va... Peut-être, mais c'est le destin. Je ne pense pas que ça sera ça qui arrivera en premier. Hein. Ce qui va arriver en premier, c'est la physique des quasars. C'est des objets eux-mêmes qui vont montrer leurs limitations. Et puis, je vous montrer tout à l'heure qu'il peut y avoir des mouvements transverses qui vont devenir gênants. Je ne pense pas que ça va être des aspects cosmologiques. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore d'autres. C'est la meilleure solution, tout comme les étoiles étaient la meilleure solution. C'est pas ça qui va limiter, je pense. Avant, il y aura autre chose. Bon, alors l'origine des ascensions droites et tout ça, le pôle a été choisi pour que, par rapport au FK5, le pôle et l'équateur soient à peu près le même. Hein, donc on est dans l'incertitude qu'on a eue, et puis on a établi l'écart entre les deux. Donc l'origine, l'incertitude étant de l'ordre de 80 masses, effectivement, c'est plus grand, nettement plus grand que la qualité de la mesure. Donc, il n'y avait pas de difficulté à établir cette origine. Alors, c'est parti de ça, à part la réflexion générale, disant qu'il faudrait passer à des objets extragalactiques. En 1988, il y a eu l'IERS, cette fois-ci, l'UAI d'ailleurs, qui a recommandé l'utilisation des sources extragalactiques pour le système de référence. Donc, il a dit aux astronomes, pilotés par les astronomes, vous savez comment se passe la révolution de l'UAI, hein, c'est les astronomes qui vont, ils disent voilà les résolutions à prendre, et puis à la fin, c'est l'UAI qui les a prises. Donc, l'UAI a mis en place un groupe de travail qui va être chargé d'étudier et surtout de réaliser, de mettre en place les techniques d'observation, en fait c'était radio, c'était clair depuis le début, pour produire ce système. On part de zéro. Enfin, on a le FK5, mais globalement, sur le principe, on part de zéro. Il faut faire quelque chose de nouveau. Donc, en 1997, quelque chose est livré, c'est-à-dire une première réalisation, qui dit, et l'UAI dit, donc, au 1er janvier 1998, le système de référence, en gros, du FK5, et maintenant devient l'ICRS en tant que système matérialisé, qui est conforme à la révision de 1991, qui sera matérialisé par les positions d'un ensemble de sources. Et l'ICRF 1 démarre le 1er janvier 1998. Il se trouve que c'est concomitant, un peu le hasard, mais ça s'est fait comme ça, avec également la livraison du catalogue Hipparcos. Et moi, à ce moment-là, je présidais ce groupe de travail, et donc j'ai officiellement, au nom d'Hipparcos, proposé donc l'HCRF, l'Hipparcos Celestial Reference Frame, comme étant la contrepartie optique, la réalisation optique, réalisée dans le même système que l'ICRF radio, mais rattaché. Voilà, on s'est servi de radio pour faire ça. Ce n'est pas une construction indépendante. À un moment donné, on a aligné et attaché l'un à l'autre. Les sources radio, c'était des quasars. Et dans Gaïa, on ne fait pas ça. Les sources radio, c'était des quasars ou... Les sources radio, c'est radio étoile. Il n'y a qu'un seul quasar dans le catalogue Hipparcos, il a passé à 3C273, magnitude 13,7, c'était 12,7 pardon, à la limite extrême. C'est des radio-étoiles qui avaient été sélectionnées à l'avance, qui ont été observées pendant la mission Hipparcos en radio, en même temps que les programmes des BI et des quasars. Et puis il y a des galaxies observées. Bien, alors on peut passer en vue l'ICRF, mais peu importe, ça a démarré donc en 98, c'est ce que je voulais dire. Le FK5 est remplacé par l'ICRF 1, version 1. Il ne s'appelait pas 1 à l'époque, comme toujours, parce qu'on numérote des photos, tout ça, il n'y a pas de 0, puis on a besoin d'un 1, d'un 2. Donc l'ICRF, il était ICRF, et puis après, il est devenu ICRF 1. Donc, comme la Première Guerre mondiale n'existait pas jusqu'à 1939. Tous les manuels, avec la Grande Guerre.
Donc 2008, il y a eu des extensions, donc, toujours dans le même système. 2008, c'est une nouvelle réalisation. Hein, les extensions 1 et 2 sont dans le même système, on n'a pas changé les 211 sources de définition. L'ICRF2, c'est une nouvelle réalisation. C'est-à-dire que les sources fondamentales ne sont plus les mêmes qu'avant. Il y en a des communes, évidemment, qui ont servi à accrocher les deux systèmes. Donc là, on a accroché les deux systèmes le mieux possible. Alors que dans les extensions, les axes sont inchangés, puisque les sources de référence, les 204 et les 211, sont identiques. 2008, ICRF2, 294 sources fondamentales, plus un certain nombre de sources que je vais décrire dans un instant. 2018, probablement un ICRF3, c'est en cours, il y a un groupe de travail qui travaille, à essayer d'avoir une version encore meilleure. En fait, on peut le dire, par rapport à Gaïa, les radios, c'est très amical. On est menacé, je peux dire, notre prééminence sur la réalisation du système fondamental est mise en question par la qualité de Gaïa. Donc en radio, ils ont travaillé fort, effectivement, pour avoir un système qui est compétitif et les deux vont être très intéressants. C'est un petit peu amusant de voir que Gaïa a fait un peu peur à ces gens de radio. Ça a des enjeux, bien évidemment, puisque c'est des enjeux des investissements sur les antennes VLBI, c'est coûteux tout ça. Donc de dire que le VLBI sert non seulement à la géodésie et à la rotation de la Terre, c'est évident, c'est indispensable pour la géodésie, mais sert pour le système de référence fondamental. Ça compte quand on fait des propositions comme bande de financement. Beaucoup d'enjeux. Et 2021, normalement, donc j'ai mis un point d'interrogation au sens Optical ICRF with Gaïa, non pas, on ne sera pas capable d'avoir un système de référence Gaïa, mais entre ce que va faire Gaïa et que ça devienne un ICRF, il faut une décision officielle. Vous allez vous faire un très très bon kilogramme, si on ne veut pas vous le prendre comme étalon, ça restera votre très très bon kilogramme. C'est pour ça que ça va devenir qui sera au pavillon de Bretagne. Donc, on va les regarder ces réalisations, donc je ne vais pas détailler. Donc il y avait 1,6 million d'observations sur une quinzaine d'années pour l'ICRF de 1988, avec un système de traitement global. On a des arcs, c'est pareil. Donc il faut faire une compensation globale pour placer les sources par rapport aux autres et puis appliquer la convention. C'est-à-dire quelque part, il va falloir dire comment je fais pour que mon alpha soit compatible avec celui du FK5, sachant que je n'ai pratiquement pas de source commune. Mais pas. Il n'y a pas d'étoiles du FK5 qui sont des radiosources de l'ICRF. Alors, il y en a une qui est très intéressante, c'est 3C273, qui a la chance d'être près de l'écliptique et qui a été occultée par la Lune. Donc 3C273 a eu une observation dans le système dynamique. On a pu relier le 373 au Soleil et à l'écliptique, donc alpha-delta du FK5. Donc on avait une valeur alpha-delta du 3C73 observée par le VLBI. On a pu contraindre pour dire voilà, l'origine est telle que la valeur alpha-delta du CF, c'est la valeur la meilleure trouvée qui s'ajustait, qui était déterminée dans le FK5. On n'est plus attaché au FK5, puisque c'est une valeur de définition, il n'y a plus d'incertitude. C'est comme C288, il n'y a plus ou moins. Ça devient la valeur de définition. Donc, c'est comme ça qu'a été fixé le point zéro de l'ICRF, à partir d'une radiosource qui n'est pas commune, puisqu'il n'y en a pas, mais qui a été observée dans le système dynamique. Il y en a plusieurs qui ont des contreparties optiques, mais celle-ci était particulièrement bonne à cause de l'occultation. Donc, 608 sources, comparé aux 1500 sources du FK5, c'est plus petit. Surtout qu'il n'y en a que 1212 qui sont les sources de définition, celles qui réellement définissent le système d'axes. Les autres, elles ont une qualité moindre, elles ne sont pas dans la définition, mais elles servent à la matérialisation globale. Ça ne fait pas beaucoup, 600 sources au ciel. C'est 40 000 degrés carrés. Quelqu'un a dit, là, des secondes d'arc, c'est vide. Quand on prend quelques secondes d'arc, on n'a rien. Il en faut beaucoup des sources. Alors, les propriétés donc, que je donne là, c'est les propriétés du ICRF aujourd'hui, la version 2. Donc 50 micro-arcs secondes à 200 milliards de secondes. Micro-arcs secondes, 200 milliards, 0,2 milliards de secondes, 200 micro-arcs secondes pour les sources de définition, c'est facile, les 294 modernes, qui définissent les axes probablement à mieux que 10 micro-arcs secondes. Alors qu'est-ce que ça veut dire des axes définis à 10 micro-arcs secondes? Ça veut dire effectivement que si je prends des espèces de moyennes sur les positions des tours, je peux
a posteriori, dire voilà, l'axe X, il est là-bas, hein, avec une précision de 10 microarcs secondes. C'est ça que ça veut dire, on ne l'a pas physiquement, mais on a des sources dans le voisinage, en gros, en moyennant, si vous comprenez très bien une dimension, ce que ça veut dire, hein, des longitudes, je peux restituer virtuellement la direction 0 avec une qualité qui est en gros racine de n, de 1 sur racine de n, de la précision des sources dont j'ai les coordonnées. L'alignement, donc, le système est aligné sur le pôle, les CRS. On sait que les écarts ont été à peu près déterminés par rapport au pôle de 2000. Ça, on peut le faire en observant depuis la Terre. Hein, on peut rematérialiser l'axe de la Terre comme ça. Donc 17 milliards de secondes, 5 milliards de secondes en XY. Il n'y avait pas le but de s'ajuster sur les J2000. Hein. C'était une définition haute, mais assez proche. Et la dernière ligne, un travail que j'ai fait avec mon collègue Michel Frocheté peu après Hipparcos, cette fois-ci on avait les étoiles FK5 dans Hipparcos, donc on a pu voir où était l'origine du FK5 et le pôle du FK5. On a trouvé l'écart par rapport à l'équinoxe FK5 de l'ICRF est de 22,9 milliards de secondes. Pas d'ambiguïté sur ça, ce n'est pas une erreur, hein. C'est simplement des nombres qu'il faut établir par l'observation. Donc, j'ai dit que l'origine était déterminée par la 3C273 avec la valeur conventionnelle de l'origine, donc c'est clair. On a lissé le système et une réalisation dont on connaît les propriétés. Toute cette partie-là n'est pas absolument nécessaire. Elle est nécessaire pour savoir comment c'est par rapport à l'ancien système. Mais quand on vous livre l'ICRF sous la forme d'un catalogue, ça suffit. Pour l'instant, on fait des observations là-dedans. Vous pourrez réobserver éventuellement toutes les sources du FK5 et retrouver ces nombres. Mais ça ne fait pas partie au sens strict de la livraison. Et voilà. Comment c'est par rapport au passé. Donc voilà les sources de définition de l'ICRF 98. Vous voyez qu'il y a un biais hémisphère nord. On sait bien que les antennes BI à part l'Australie sont essentiellement l'hémisphère nord, qui a encore des défauts. Maintenant, il y a des antennes en Amérique du Sud maintenant. Voilà les sources candidates, donc elles sont, oui on les voit quand même, elles sont très jaunes ici, mais est-ce que ça a normalement pas jaunes. Le fait que ça ne soit pas réparti Eh ben, c'est qu'il faut les antennes faire les arcs, donc c'est comme l'astronomie, c'est-à-dire que quand on a les antennes de l'hémisphère nord, on voit les sources qui se lèvent au nord, donc il n'y a pas assez d'antennes au sud, en particulier dans les zones, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas d'antennes au sud, et même si on est en Australie, il faut beaucoup d'observations. Hein, il y a un déficit qui est pratiquement comblé, mais on va voir pas complètement. Est-ce que ça va jouer un rôle après pour le système c'est embêtant, malgré tout, de ne pas avoir un système qui soit homogène sur le ciel. Dans la pratique, il y a d'abord les sources secondaires qui commencent à remplir ça, vous voyez. Les sources candidates qui font partie du système sont là, elles ne sont pas dans la définition elle-même. Ça n'a pas de gros défauts. Et puis, là c'est sûr, c'est bien rouge, les autres sources qui sont moins précises, mais qui font partie du système, et donc accessibles, elles font partie des 610 sources de la première livraison. Après, on a eu l'extension, donc on est passé de 2 millions à 3 millions d'observations. Donc en 2001, 50 nouvelles sources, pas de changement dans les 212 primaires. Le 2004, 50 nouvelles sources, toujours les mêmes 212, donc toujours les mêmes axes. Voilà. Et donc, là, dès ces années-là, les gens commencent à regarder, puisqu'il y avait maintenant non seulement beaucoup d'observations, mais qui s'étendaient sur des années, savoir quelle était la stabilité de ces sources. Le système lui-même se critique. Et il y a des sources qui vont avoir des activités probablement physiques, qui vont se déplacer. Certaines vont avoir des déplacements un peu chaotiques. Aucune n'a montré un déplacement comme ça. Hein, ça serait un très beau résultat. Mais ça contredirait beaucoup de choses. Probablement que c'était pas vrai. Mais il y en a qui ont des oscillations. Je ne sais pas si j'ai mis des diagrammes, je les mettrai après. Hein. Donc il y a des sources qui se disqualifient. Donc l'ICRF2 prend en compte ceci, c'est-à-dire fait une meilleure étude des images radio, cette fois-ci, des images, de chaque source, prise à différentes époques, pour qualifier la ponctualité. Pas du temps, mais le ponctuel, il n'y a pas d'adjectif pour ça. Si elles sont vraiment ponctuelles, au sens symétrie. Et en fait, le point important, c'est surtout qu'elles ne soient pas étendues comme ça, et que ça soit stable en termes de carte. Donc la stabilité qu'on peut voir là, ça veut dire que le radiocentre est probablement toujours dans la même direction. Ce n'est pas une garantie, on ne connaît pas la physique de ces monstres. Hein.
des énormes galaxies avec trop noires, tout ce qui se passe dedans, on ne sait pas. Hein. Donc, l'ICRF2 2008, cette fois-ci, donc, il y a pratiquement 15 ans, 17 ans d'observation, 20 ans, voilà, 1919-2009, pardon, 30 ans d'observation, 6 millions d'observations, 295 sources de définition, et maintenant on est à un nombre total de 3414 sources au lieu de 608. On va les voir, elles se divisent nettement en deux groupes, si ce n'est pas 3. Les meilleures sources sont à 50 microarts secondes, et la stabilité des actes, comme dit, de l'ordre de 10 microarts secondes. Alors voilà l'ICRF 2 2009, voilà les sources de définition qui sont nettement mieux réparties, bien évidemment. On a comblé progressivement ces trous qui étaient sur le ciel, en particulier, pas dans l'ICRF 2, mais maintenant il y a l'antenne de lézard de Malargüe qui contribue au réseau, donc en Argentine, et puis il y a plusieurs antennes en Australie maintenant qui commencent à contribuer. Donc les 293 sources, les 923 sources dites VLBI, c'est-à-dire qui font partie du programme géodésie de VLBI, donc bien distribué sur le ciel, et donc on est à 1100 sur 3000. Les 2100 sources, qui sont des sources de calibration du réseau VLBA, pas VLBI, VLBA, qui est le réseau interne aux États-Unis d'antennes. Donc vous voyez, les déclinaisons sont limitées. On n'observe pas jusqu'au sud, on est des États-Unis, mais c'est quand même un réseau à grande base, parce que c'est la taille des États-Unis. Donc c'est des sources qui ont été généralement observées qu'une seule fois, qui sont rentrées dedans, parce qu'on pense qu'elles sont dans le même système. Alors en pratique, vous voyez la précision, on est à, disons, 100 microarts secondes pour les sources de définition, 200 à 2 milliards de secondes sur les sources VLBA, et entre 5 et 10 milliards de secondes pour les sources VLBA. Donc le système est loin d'être homogène, c'est loin d'être un système à 1 milliard de secondes. Les sources de définition le sont, mais tout le système n'a pas cette qualité-là. On commence à voir un peu dans Gaïa, parce que même avec le peu d'astrométrie qu'on a au Gaïa, celle du détecteur, on commence à approcher les 10 milliards de secondes. Donc on commence à regarder les écarts. François, qui est-ce qui s'occupe de coordonner tout ça? Alors là, c'est un groupe de travail de l'UAI, dont le chair est Christopher Jacobs, qui est au JPL. Pour cette partie. Pour les demandes de temps d'observation. Ah non, le VLBI, c'est autre chose. Ça, c'est un programme qui fait de demandes de temps, mais le VLBI sert à beaucoup de choses. Il y a plusieurs réseaux. Donc il y a un réseau européen, le VN, European Variable Network, tu as un réseau américain, là tu fais des demandes, un réseau, donc le centre de coordination du VLBI européen, c'est à Dwingelo, en Hollande, des formulaires en ligne. Je dis voilà, je voudrais faire des opérations parce que je suis intéressé par tel maser OH qui est dans une source, ça serait fantastique, on connaissait tout, bien sûr, comme dans toute demande, il faut dire beaucoup de choses, et donc tu peux avoir du temps d'observation pour un programme, c'est un système. Non, mais pour établir ça c'est le groupe de travail UAI. Hein, c'est un petit sous-ensemble dans le VLBI. Un programme spécifique, mais avec une certaine garantie de répétabilité. Mais il dépend essentiellement de l'existence de ces réseaux qui sont, disons, soutenus au plus fort par la géodésie. La base, c'est la rotation de la Terre et la géodésie.